je vous remercie de nous regarder sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons continuer nos vidéos sur les conflits familiaux. Lors des disputes ou de conflits conjugaux dans lesquels deux points de vue s'opposent, cela se perd systématiquement dans un rapport d'égalité. La responsabilité est alors partagée et elle conduit à une négociation et une équité dans un contexte non violent. Le partenariat repose sur l'égalité. Les conflits interpersonnels, c'est-à-dire entre les personnes, sont normaux et permettent de développer une panoplie d'habiletés sociales comme s'affirmer, prendre sa place, tout en permettant d'enrichir la relation entre les deux personnes impliquées. Une problématique survient lorsqu'un conflit demeure non résolu, c'est-à-dire non réglé, ou que sa résolution occasionne davantage de négatifs, c'est-à-dire de regrets ou alors d'une rupture, que du positif, c'est-à-dire le soulagement, mieux se connaître. Le défi est de résoudre les conflits interpersonnels et non pas de les éviter. Les violences au sein du couple se définissent comme des situations ou des faits de violence qui sont à la fois récurrents, cumulatifs, qui s'aggravent ou qui s'accélèrent. C'est un phénomène dit de spirale. Les violences sont inscrites dans un rapport de force asymétrique, c'est-à-dire un rapport dominant-dominé. Donc c'est un rapport qui est asymétrique, comme je viens de dire, et figé. Elles peuvent être du coup verbales, psychologiques, physiques, économiques ou alors administratives et sont interdites et punies sévèrement par la loi. Dans les violences, il s'agit d'un rapport de domination et de contrôle de l'auteur sur la victime qui relève d'une véritable emprise. Les violences conjugales ne peuvent être considérées comme une sous-catégorie de conflit conjugal. Elles sont au contraire d'une nature très différente, ne serait-ce qu'en raison de leur caractère illégal et pénalement répréhensible. Dans la littérature, la crise conjugale est inévitable, car elle est signe de l'évolution de la relation. Selon une enquête en 2007, les facteurs d'usure du couple sont l'arrivée du premier enfant, qui modifie donc les habitudes, la mauvaise foi, qui signale une absence de réciprocité dans l'engagement, la prévisibilité et la prédictibilité des comportements ou des répliques verbales, irritation par des répétitions et diminution de la capacité à offrir des nouveautés. Il y a aussi la dégradation des conditions matérielles de vie et l'accroissement de l'écart des revenus entre les membres du couple. Une diminution importante des revenus a plus d'impact qu'un niveau de vie précaire initial. D'autres facteurs peuvent agir sur l'usure du couple, qui sont donc la présence de certains traits de personnalité, dont les traits anxieux par exemple, ou alors la manière dont les individus ont été socialisés à l'amour, à leur expérience affective, dont les styles d'attachement caractérisés par l'insécurité durant l'enfance. Il y a aussi les caractéristiques de la famille d'origine, comme le divorce, ainsi que la présence de nombreux conflits entre les parents et les familles d'origine. Dans la littérature, on retrouve 4 étapes finales qui indiquent l'échec d'une relation. Donc, il y a les membres du couple considèrent que leurs problèmes sont sérieux. En parler leur semble inutile et ils essaient de les résoudre chacun de leur côté. Ils commencent à vivre des vies parallèles ou alors que la solitude est installée, les partenaires sont déconnectés émotivement et les probabilités de séparation sont très grandes. C'est souvent lors de cette étape que surviennent les relations extra-conjugales qui sont le plus souvent le signe d'une dégradation de la relation plutôt que la cause de cette dégradation. Donc les principales causes de divorce sont l'éloignement graduel des partenaires, les problèmes de communication, le manque d'amour ou d'appréciation. Il y a aussi le manque d'engagement, l'infidélité, les disputes et les événements qui entraînent la prise de décision de la rupture sont donc l'infidélité, la violence ou alors la consommation de substances.
Là, je vais plus me pencher sur la vie familiale, qui constitue une des expériences de vie les plus stressantes qui soit, et elle exige de grandes capacités d'adaptation à cause des multiples défis à affronter. De l'enfance à l'âge adulte, la vie familiale est en perpétuel changement. À chaque cycle de vie, naissance, prise en charge du nourrisson, entrée à l'école, l'arrivée de l'adolescence, la famille doit s'adapter de nouveau et réussir à concilier les besoins parfois divergents. Les conflits familiaux sont donc inévitables. Se lever, le coucher, les repas, les devoirs, la participation aux tâches domestiques, ce sont des situations qui déclenchent donc des conflits qu'on peut dire normaux. Ces conflits, on les retrouve dans presque toutes les familles. On attribue souvent la cause des conflits familiaux aux difficultés de communication entre les parents et les enfants. Et l'on demande, par exemple, aux psychologues de les aider à mieux pour communiquer. Or, dans la grande majorité des familles, les parents et les enfants savent très bien communiquer entre eux. Mais les réactions émotives sont tellement intenses lors des conflits que les parents et les enfants perdent leur capacité à s'écouter et bien communiquer. En effet, dans les disputes familiales, il y a l'explosion de colère, par exemple, souvent qui survient par un retrait de la situation. Il y a les émotions qui s'expriment sous forme de critique ou de blâme ou alors carrément de fermeture à la communication. Ce sont les émotions secondaires qui sont agies lors des disputes, c'est-à-dire les émotions réactionnelles à des émotions primaires difficiles à tolérer. Il y a bel et bien des clés pour améliorer la communication dans un couple. La première clé est faire preuve d'empathie. Réussir à bien communiquer, c'est arriver à échanger sereinement à deux ses pensées et ses émotions avec respect, écoute, bienveillance. Pour installer une bonne communication dans son couple, il faut d'abord assurer le désir de comprendre l'autre. Si vous n'êtes pas prêt à faire l'effort de vous mettre à la place de votre moitié pour mieux comprendre son point de vue, cela veut sûrement dire qu'il est préférable de faire un travail, une thérapie de couple ou autre. Il est peut-être temps d'instaurer une certaine communication dite bienveillante. Donc, il est important de bien communiquer dans son couple, de concevoir que l'autre n'est pas la même vision que nous. Désirer comprendre l'autre, c'est se donner les chances de mieux communiquer avec lui. Il y a une deuxième clé pour bien communiquer dans le couple et entreprendre un dialogue avec soi. Pourquoi cela m'exaspère tant que mon conjoint n'arrive pas à s'affirmer devant ses parents, devant la société? Quelle émotion cette situation fait naître chez moi? Par quel processus cette émotion se met en place et quel comportement induit-elle chez moi? Suis-je satisfaite? Donc, avant de pouvoir travailler à une meilleure communication dans votre couple, je vous invite donc à entamer un dialogue avec vous-même. Pour faciliter ce dialogue intérieur, il est utile de mettre par écrit, par exemple, vos pensées. Cela permet une introspection bénéfique. Écrire ses humeurs, penser permet d'en prendre conscience, de s'écouter, d'accueillir ses émotions. Donc, une fois ce travail mis en place au quotidien, il vous sera bien plus aisé de pouvoir entamer un dialogue serein avec votre conjoint. Parfois, le dialogue intérieur a du mal à s'opérer en nous. On se rend un peu plus perdu, on a du mal à comprendre nos besoins, nos désirs, nos ressentis. On a alors besoin d'un petit coup de pouce extérieur afin d'y voir plus clair. Il y a du coup la troisième clé pour mieux communiquer dans un couple et utiliser les outils de la communication non violente. Qu'est-ce que la communication non violente? Donc c'est choisir un moment de tranquillité partagé entre votre conjoint et vous, un instant de détente où chacun est calme et ouvert au partage. Aborder tout en douceur le sujet épineux
que vous désirez parler avec une communication dite non violente. Vous pouvez aller voir sur Internet, voilà, quelles sont les étapes d'une communication non violente, par exemple. Donc, la quatrième clé pour une communication, pour une bonne communication dans le couple est apprendre à s'écouter. L'écoute est le point central d'une bonne communication dans le couple. Souvent, des personnes que j'accompagne se plaignent de se sentir un peu mal écoutées par leur conjoint, de parler dans le vide, ou alors ne pas se faire comprendre par l'autre, tout simplement. Donc tout cela apporte un sentiment de solitude. Avoir l'impression de ne pas susciter assez d'intérêt chez son compagnon de vie, donc tout ça peut contribuer à une mauvaise communication. Donc ce sont bel et bien les conséquences d'une mauvaise communication. Et bonne nouvelle, la communication, ça se travaille. Il y a aussi, on peut repérer les ennemis d'une bonne écoute dans son couple, dans son couple. Donc, si l'écoute est primordiale pour une bonne communication de couple, je vous invite donc à repérer quels sont les ennemis de votre qualité d'écoute. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui, à vous et à votre compagnon, d'avoir une bonne attention bienveillante l'un par rapport à l'autre. Votre téléphone, les coups de fil interminables, les réseaux sociaux, les notifications sur le téléphone, la télé, le bruit de fond, les séries, voilà, tout ça peut contribuer à ce que notre attention soit portée ailleurs que sur notre conjoint. Donc une fois que vous avez réussi à trouver quel est l'ennemi principal de l'écoute dans votre couple, il ne vous reste plus qu'à mettre en place vos limites. Gardez-vous du temps, de la disponibilité pour être à l'écoute de vous-même et à l'écoute de votre conjoint. Donc votre communication de couple ne pourra que s'améliorer. La cinquième clé est de s'octroyer du temps pour le couple et à apprendre à communiquer à deux. On le répétera jamais assez, octroyer de la disponibilité pour son couple, c'est lui permettre de perdurer par-delà les années et leurs aléas. Faites-vous ce cadeau, passez du temps rien que tous les deux, en dehors de vos habitudes quotidiennes. Choisissez une activité à partager que tous les deux, un dîner, un restaurant, une balade, donc pour avoir du coup une bonne communication, il faut déjà lui donner la place d'exister. Il faut lui donner cette importance-là. S'offrir du temps et de la disponibilité, sans enfant à gérer, sans téléphone ni télé, juste tous les deux par exemple. Pourtant, ces temps à deux peut parfois faire peur. On peut redouter de faire face. Quand cela fait plusieurs années que la communication dans le couple s'est détériorée, on se demande bien de quoi on pourra parler, les yeux dans les yeux, ça peut faire peur. La peur de n'avoir rien à se dire, la peur du silence, la peur du conflit. Toutes ces peurs sont parfaitement compréhensibles et pourtant, pour améliorer votre communication dans le couple, il va falloir dépasser ces peurs. Si la peur de la discussion en tant que telle est trop forte, privilégiez une activité à partager où vous pourrez communiquer autrement que par la parole. Par exemple, faire du sport ensemble, faire une randonnée, aller au cinéma. Toutes ces activités permettent un partage où le verbal est secondaire. Il y a une clé qui est la sixième clé, c'est connaître son langage affectif et celui de son conjoint. Donc, connaître son langage affectif et celui de son conjoint améliore la communication dans le couple. Selon des études, les langages, donc le message d'amour que l'on désire exprimer ne passe pas, par exemple, et cela peut produire l'effet inverse attendu, comme de la déception, de l'incompréhension. N'avez-vous jamais eu l'impression de faire des efforts dans votre couple, d'essayer d'aller vers l'autre et de vous retrouver face à un mur d'incompréhension? Ce ressenti a très certainement été partagé en retour par votre conjoint. Notre réservoir émotionnel est comblé quand on nous parle dans notre propre langage affectif. On se sent alors compris, aimé,
Et si vous ne découvriez pas quel est votre langage affectif respecté, c'est-à-dire connaître ses émotions, savoir cerner ses émotions, savoir mettre en avant ses émotions, c'est ce qu'on appelle aussi l'intelligence émotionnelle. Donc il y a 5 langages de l'amour. Donc il y a les paroles valorisantes, par exemple les compliments, les encouragements, les paroles aimables, les pardons, les requêtes. Il y a par exemple les moments de qualité, donc je reviens sur ces moments où une présence totale, une attention totale, une écoute, des activités partagées, des dialogues sincères et profonds. Il y a aussi les cadeaux, par exemple des petites attentions, un objet avec une valeur affective, une marque matérielle d'attention, un signe extérieur, un lien affectif. Pas besoin de mettre des millions voilà sur un cadeau, c'est juste quelque chose que vous savez que ça va toucher l'autre, donc pourquoi pas le faire. Il y a aussi les services rendus, donc comme les aides, l'assistante demandant un effort, du temps, de l'énergie pour répondre aux besoins pratiques de l'autre. Donc voilà, il y a une dernière clé pour améliorer la communication dans le couple, c'est le tu qui tue. Qu'est-ce que le tu qui tue? Donc on a tous vécu des règlements de compte au sein du couple. Les reproches fusent, le ton monte, les visages se ferment, l'écoute est inexistante et le doigt pointé vers cet autre qui nous énerve tant, notre façon de dire toi tu as dit ça, toi tu as fait ça, ce n'est pas assez ce que tu as fait. Donc la réponse se fait en général très vite par des capharnaums d'émotions, des cris. L'autre nous renvoie la balle exactement de la même manière. Et toi alors, tu as fait quoi? Et toi alors, tu as fait comment les choses? Donc ça, c'est le tu qui tue. Donc rassurez-vous, vous êtes tous passés par là, on est tous passés par là. Ce qui est inquiétant, c'est lorsque ces crises se répètent régulièrement et que les reproches échangés pèsent et reviennent dans les conversations suivantes. Pour une communication apaisée dans votre couple, je vous invite à apprendre par cœur le tu qui tue. Interdisez-vous au maximum d'utiliser la deuxième personne du singulier lorsque vous vous adressez à l'autre lors de ces échanges mouvementés. L'utilisation du tu suivi d'une reproche accable votre interlocuteur. L'attaque, par exemple, ce fameux tu renferme dans une case négative et n'ouvre pas sur la discussion. Je vous invite donc au maximum d'utiliser le je. Je ressens, je pense, j'ai besoin, j'ai envie. Cette formule magique permet tout simplement de vous rendre acteur et responsable de comment vous vivez et ressentez l'information extérieure. Le je permet d'exprimer vos ressentis sans accabler l'autre et donc de lui laisser l'espace de s'exprimer en retour. Le je sauve la communication du couple. Par la suite du coup, pourquoi pas utiliser le nous. Donc vous êtes en couple et vous souhaitez améliorer votre communication. Si votre relation amoureuse est impactée par une mauvaise communication, il vous suffit peut-être d'un simple petit coup de pouce pour passer d'une vie de couple conflictuelle à une relation apaisée. C'est-à-dire faire des recherches sur comment avoir une bonne communication. Il y a vraiment plein de pistes sur Internet. Il y a aussi plein de livres. Je vais vous mettre par exemple des liens en suivant pour pouvoir lire à ce sujet. C'est très intéressant. Au final, du coup, si malheureusement les choses viendraient à ne pas avancer positivement, lorsqu'un couple est confronté à une situation rédhibitoire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de solution autre que le divorce, les parents peuvent prendre du coup la décision de divorcer, mais ils doivent faire face au maximum pour pas que ça n'affecte les enfants, par peur que ça n'affecte leur développement personnel. Et aujourd'hui, je vais vous poser une question. Est-ce que le fait d'avoir un enfant influence le fait de rester
ou non en couple? Voilà, je vous invite à méditer sur cette question-là et on répondra peut-être à cette question-là sur la prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre écoute.